les numériques. Je vais tout de suite me mettre les 11 minutes, c'est pas que je vais m'y tenir, mais ça me force à y penser, et puis ça me donne un repère pour mieux structurer. Peut-être qu'un jour j'arriverai à faire des vidéos courtes, mais c'est trop important, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. J'ai intitulé cette vidéo de 2 simplifications concernant Jules César. Quel rapport avec le numérique ? Eh bien, c'est un des 40 chapitres de ce Après le livre. Et la question, pour moi, reste totalement essentielle. Qu'est-ce qui fait que certaines sociétés sont passées à l'écriture, tandis que d'autres se sont refusées à passer à l'écriture ? Et évidemment, ça vaut pour des tas de civilisations. C'est des questions auxquelles, aujourd'hui, on trouve encore des extensions supplémentaires. C'est-à-dire les Dogons avec leur astronomie de pierre. Il y a des cosmogonies, il y a des mythologies, il y a des généalogies, et avec ça, on peut inscrire comme une sorte de stratification commune. Est-ce que il y a un peu plus de 35 000 ans ou 40 000 ans dans les grottes de ceux qu'on nomme aujourd'hui les aborigènes d'Australie, ceux qui s'expriment de mythologie et de cosmologie par des schémas très abstraits mais picturaux, étaient accompagnés de productions langagières pour les interpréter? Eh bien, on n'est même pas sûr aujourd'hui que le recours à l'oralité et au langage ait été un paramètre obligatoire pour l'ensemble des civilisations. Et ça nous fait gamberger énormément. Pourquoi ? Pour la question de Wilhelm Flusser. A-t-on besoin encore de l'écriture ? Et ça, on va cheminer, et à mesure, cette question, on ira à tâtons l'explorer, la diffracter, etc. Alors, pourquoi, là, sur cette question, Jules César avait débarqué dans mon livre ? Eh bien, tout simplement parce que dans l'univers gréco-romain, je maintiens le grec, tout simplement parce que, par exemple, les Gaulois écrivaient et se servaient de caractères grecs et non de caractères romains pour les choses utilitaires, pour les comptes, pour la bureaucratie, etc. Mais là, qu'est-ce qui nous ramène à ce livre incroyable qu'est Commentaire sur la guerre des Gaules de Jules César. Et dans le Patreon, je vous mets dans la bibliothèque qu'on va commencer de constituer là-dessus, le fichier Word de la traduction Désiré Nisard, même Nisard que Chevillard. Désiré Nisard, au XIXe siècle, nous fait une traduction, pour moi, largement suffisante, précise des commentaires sur la guerre des Gaules de César. Il y a 8 livres, et puis on est au livre 5, et puis tout d'un coup ça s'arrête. Ça s'arrête pourquoi ? César, il mène ses campagnes, et ensuite il revient en Italie avec du pouvoir, avec l'argent, parce qu'il brûle, pille, massacre. Les 3 mots vont ensemble, il les utilise. J'ai brûlé, j'ai incendié, j'ai massacré. Et ces richesses, il les rapporte. Par exemple, il dit des Gaulois que ce qui le surprend, c'est que le butin de guerre, on en fait une offrande au dieu, Mars d'ailleurs, et cette offrande, personne n'a le droit d'y toucher. Si on s'approprie une part du butin de guerre collectif, on se prend une arme parce qu'on en a besoin, eh bien, on est condamné tout de suite à un supplice, à une torture. Et lui, par exemple, il nous cite ce supplice qui, même à lui, c'est-à-dire 30 000 contre 30 000, on a fait 10 000 prisonniers, ils se sont bien battus. Eh bien, on ne va pas les égorger comme on fait aux autres, on va leur couper les 2 mains. C'est ça, Jules César. Mais quand même, les Gaulois, eux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils écorchent vivant le personnage qui a touché au butin collectif de guerre, ils tendent la peau sur un mannequin en osier et ils y mettent le feu. César, ça le choque. Bon, pourquoi on sait ça ? Dans ces campagnes, il y a très peu de choses sur les personnages, mais on va y revenir sur la question de la technologie. Très peu de choses sur les mœurs. Mais là, au lieu de pouvoir rentrer en Italie, les conditions météorologiques sont telles qu'il est forcé d'hiverner avec sa troupe. Alors, tout d'un coup, qu'est-ce qu'il écrit ? Il y a un chapitre qui est évidemment canonique, légendaire,
sur les mœurs de ces populations, ces tribus qu'il brûle, massacre, pille, les 3 verbes. En quoi ça m'intéresse? Je garde la technologie pour après, c'est juste la question des druides. C'est-à-dire dans la société, les classes sociales, il y a un passage incroyable. La multitude n'a guère que le rang des esclaves, n'osant rien par elle-même, n'étant admise à aucun conseil, la plupart accablés de dettes, d'impôts énormes, de vexations de la part des grands, se livrent eux-mêmes en servitude à des nobles qui exercent sur eux tous les droits des maîtres sur les esclaves. C'est ça, Jules César. De 2 classes privilégiées, l'une est celle des druides, l'autre celle des chevaliers. Les premiers, ministres des choses divines, sont chargés des sacrifices publics, etc. Le désir de l'instruction attire auprès d'eux un grand nombre de jeunes gens qui les ont en grand honneur. Les druides, etc., sont dispensés de guerre, etc. Il y a aussi le fait que, pour devenir le plus grand druide à la place du grand druide, eh bien, quelquefois, dans la forêt des Carnutes, où on se retire une fois par an, ça se passe en duel et en combat, où on assassine l'autre. C'est pas tendre. Séduits par de si grands privilèges, beaucoup de Gaulois viennent auprès d'eux de leur propre mouvement, où ils sont envoyés par leurs parents et leurs proches. Même chose que Rabelais quand il est envoyé pour faire moine, parce que il s'agit de partager le patrimoine entre 2 frères et qu'un troisième, les Troudisseux, il appelle ça lui. Là, dit-on, ils apprennent un grand nombre de vers, comme Homère pouvait être une mémorisation et la versification une technique de mémorisation. Il en est qui passent 20 années dans cet apprentissage. Il n'est pas permis de confier ces vers à l'écriture. Et c'est là où il y a cette complexité tout d'un coup, tandis que dans la plupart des autres affaires publiques et privées, donc incluant les correspondances, ils se servent des lettres grecques. Des lettres, ils ne parlent pas de la langue. Il y a, ce me semble, 2 raisons de cet usage. L'une est d'empêcher que leur science ne se répande dans le vulgaire. Merci, Désiré Nizar. L'une est d'empêcher que leur science ne se répande dans le vulgaire, et l'autre, que leurs disciples, se reposant sur l'écriture, ne négligent leur mémoire. Car il arrive presque toujours que le secours des livres fait que l'on s'applique moins à apprendre par cœur et à exercer sa mémoire. Une croyance singulière, et ça continue. Allez voir le fichier. Et moi, la simplification, la première, après le livre, elle était là. C'est-à-dire, les Gaulois, cette marqueterie de peuple, parce que par exemple, certaines tribus en Germanie n'ont pas de druides, se sont dispensés, ont refusé l'accès à l'écriture, alors que la totalité du bassin méditerranéen, et donc qui maintenant spatialement les inclut, a accédé à l'écriture. Eh bien, c'est plus compliqué que ça. Et puis, j'avais même accentué, c'est-à-dire la surprise de César. C'est qui est porteur de la mémoire? C'est pas les livres, c'est ceux qui ont appris. Or, on est dans un contexte de guerre, de massacre, de génocide même très souvent concernant ces petites tribus. Et puis, en plus, ils se massacrent entre eux. C'est-à-dire dans cette forêt, quand un chef druide affronte un autre chef druide parce que le pouvoir est pyramidal. Qu'est-ce qu'il détruit? Il détruit les 20 ans d'apprentissage et de mémoire qu'est ce corps vivant de l'autre. Alors, c'est pas une société qui refuse l'écriture, c'est une société qui établit que pour ces choses concernant les mythes, la généalogie, la mythologie, et tous ces savoirs, ça s'élargit, mais c'est pas mon domaine à moi, la mémorisation ne dispose d'aucune autre trace et support matériel. En tout cas, à la connaissance de Jules César. Résultat, dans notre langue d'aujourd'hui, on a des tas d'étymologies, gargantua, il y a 440 éminences sur le territoire hexagonal qui ont gardé le préfixe gargue qui vient là du celte et de ces langues qui n'ont pas de traces écrites. Donc j'avais pas totalement faux, mais j'avais simplifié
ce que dit Jules César. La deuxième. Pour moi, la deuxième, c'est un passage... Alors, j'ai eu un peu de mal à le retrouver, parce que est-ce qu'il y a des noms de couleurs dans Jules César? Non, zéro patate. Sauf à un moment donné. Et c'est très curieux aussi, parce que 11 minutes, vous voyez, je suis pas si mal, je suis même à ma deuxième question. Merci, c'est l'entracte, mais je continue, puisque là, maintenant, technologie, ça va aller même plus vite. Non, c'est un saut mental qui ne leur est pas accessible. Ce sera peut-être différent chez Tacite, mais en tout cas, évidemment, totalement différent chez Lucrèce, sans parler de Virgile. Mais chez un chef de guerre comme Jules César, la fonction du langage, on commente la guerre. Est-ce qu'on va vous dire que le ciel est bleu? Et il y a juste un passage. La plupart des peuples de l'intérieur négligent l'agriculture. Ils vivent de lait et de chair et se couvrent de peau. Chose qui reviendra souvent, d'ailleurs c'est en cherchant l'occurrence du mot peau que j'ai retrouvé ce passage. Ça, par exemple, j'ai imprimé un autre passage. Ils consomment peu de blé, vivent en grande partie de laitage et de la chair de leurs troupeaux, et ça donne particulièrement à la chasse ce genre de vie, de nourriture, leurs exercices journaliers, la liberté dont ils jouissent, car n'étant dès l'enfance habitués à aucun devoir, à aucune discipline, ils ne suivent absolument que leur volonté. Vous voyez, tout ce qu'il y a sous-jacent concernant l'instruction en tant que geste collectif de reproduction sociale en font des hommes robustes et remarquables par une taille gigantesque. Ils se sont aussi accoutumés, sous un climat très froid, à n'avoir d'autres vêtements que des peaux dont l'exiguïté laisse une grande partie de leur corps à découvert et se baigner dans les fleuves. Avec cette nudité, ça, César y revient souvent. Alors le passage en question, c'est « Tous les Bretons se teignent au pastel », ce qui leur donne une couleur azurée et rend leur aspect horrible dans les combats. Ils portent leurs cheveux longs et se rasent tout le corps, excepté la tête et la lèvre supérieure. Les femmes y sont en commun entre 10 ou 12, surtout entre les frères, les pères et les fils. Quand il naît des enfants, ils appartiennent à celui qui le premier a introduit la mère dans la famille. Qu'est-ce qui compte? Eh bien, ce passage que moi j'avais probablement vu chez Lucien Febvre qui le commente, c'est-à-dire on se teint le corps, Nisard dit azuré, le mot bleu, est-ce qu'il existe? Pourtant, à Pompéi, il y a des bleus extraordinaires dans les fresques, les mosaïques. Tous les Bretons se teignent avec du pastel, donc toute cette peau-là, la peau humaine, qui n'est pas recouverte par la peau animale, ce qui leur donne une couleur azurée et leur aspect horrible dans les combats. Ça veut dire que même pour les Romains, cette masse peinte en bleu qui déferle sur eux, c'est horrible. Et où moi j'avais simplifié, j'avais dit, ce qui surprend Jules César, c'est que ces hommes confrontés à la technologie romaine, les boucliers, les lances à l'horizontale, mais c'est bien plus compliqué que ça, j'ai découvert, se jettent sur les Romains, nus, en criant. Par exemple, j'ai fait aussi une autre recherche d'occurrence sur le mot « cri » dans les commentaires de la guerre des Gaules. Les Romains sont silencieux, sauf si c'est la panique. Par contre, ceux qu'ils nomment les barbares, quand ils approchent, on voit un nuage de poussière à l'horizon, et puis ensuite, c'est la clameur. Le cri est une arme, parce que le cri marque cette puissance de la foule qui se précipite avec des armes de rien du tout. Donc là aussi, j'avais simplifié sans tromper. Mais en tout cas, l'idée que ces gens se dénudent, se couvrent de pigments bleus et se précipitent en hurlant sur les Romains, peu importe qu'il y en ait 3000 qui meurent, les 3000 suivants, ils passeront sur les cadavres et les Romains vont perdre des tas de batailles, des tas de guerres. C'est fascinant aussi quand on lit les commentaires de la guerre des Gaules. C'est pas un général victorieux, c'est quelqu'un qui est au même niveau en permanence que ses ennemis. Tous les hasards comptent. Alors, est-ce que c'est pour autant un refus de la technologie? Alors là, en cherchant, j'ai trouvé encore un autre passage. Ça, j'ai lu. Ça. Ouais, le papier, c'est un outil commode, puisque grâce au numérique, j'ai eu accès
au texte original, il est sur Gallica, la traduction de Désiré Nizar que j'ai prise sur Wikisource. Donc sans bouger de ma chambre, j'ai accès à cet infini savoir. Il y a 10 ans, quand j'ai écrit après le livre, probablement, Wikisource c'était en tout cas tellement restreint encore, Gallica à peine si c'était lancé, que j'ai fait avec ce que j'avais. Donc ce que je retrouvais de Jules César dans l'apparition du livre de Lucien Febvre. Voilà, c'est ce passage-là dont je voulais parler. Sur la question de la technologie, et on aura fini jusqu'à demain. Il s'agit d'un peuple qui s'appelle les Atuatuques, qui avaient envoyé leurs troupes au secours des Nerviens. Ils avaient pourvu la défense de cet endroit au moyen d'une double muraille très élevée, en partie formée d'énormes quartiers de rocs, de poutres aiguisées, etc. Ce qui se passe, c'est que les Romains construisent des fortifications, des palissades, des fossés, et ils érigent une énorme tour. Et là, les Nerviens rigolent, et tout ce monde-là s'entend, on est proche. César dit, pour eux, on est des nains, parce que c'est des hommes qui sont beaucoup plus grands que les tout petits Romains. Et il dit, mais ils se moquent de nous quand ils nous voient ériger leur tour, parce qu'ils disent, vous pouvez lancer tout ce que vous voulez de cette tour, jamais ça nous atteindra. Et puis tout d'un coup, comme plus tard dans Macbeth, la tour se met à avancer. La tour intérieure, dans son gros coffrage de planches, il y avait des roues. Et à l'intérieur, 40 bonshommes, 60 hommes, on approche la tour, et à ce moment-là, eux, ils comprennent que la tour étant tellement disproportionnée par rapport à la hauteur où ils sont, il faut imaginer des remparts de 5-6 mètres, avec leurs rocs, leurs bouts de bois, etc. Mais si la tour fait 8 mètres, eh bien, ils sont foutus. Et là, pour eux, que la tour se mette à avancer, c'est quelque chose qui n'est pas pensable. C'est-à-dire, il faut que les dieux soient avec vous, ils disent à César, et donc, protégez-nous. Bon, ça ne va pas les protéger de grand-chose. Mais en tout cas, ils se rendent non pas à cause de la technologie, mais parce que pour eux, cette tour géante qui avance, elle ne peut être qu'une production assistée du divin, et pas un truc comme ça. Donc, cette question de la technologie, c'est pas si simple que ça. Et pour nous, c'est quoi l'enjeu? On nous dit, ah ouais, pour écrire aujourd'hui, il te faut un ordinateur, pour écrire aujourd'hui, il te faut, etc., etc. Ouais, mais cette question de l'outil, rappelez-vous notre première avec Italo Calvino, et puis le roseau taillé en biais qui fait des points et des triangles. Et tout d'un coup, ça permet l'invention de la littérature syllabique. Et tout d'un coup, de multiplier, démultiplier le corpus qui accède à l'impression écrite sur tablette d'argile. Il n'y a jamais eu d'image sans technologie, ne serait-ce que le pigment qu'on applique sur la paume quand on applique la paume sur la paroi. Et il n'y a jamais eu de main sans crayon à mine de plomb. Et donc c'est pas la question de dire technologie ou pas technologie, c'est comment on réfléchit technologiquement. Alors, un autre tout petit passage dernier sur cette question de la technologie. Ce qui est fascinant dans les commentaires de la guerre des Gaules, je vous dis sur cette question de la technologie et de l'outil, nous il faut apprendre. C'est-à-dire que la guerre, et c'est pas que dans notre civilisation, pensez à tous les arts de la guerre dans toutes les civilisations, est avant tout une conquête technologique. Et ce qui est fascinant dans ces arts, c'est que la technologie de la guerre, c'est comment on coupe les sources d'eau, comment on coupe l'approvisionnement en eau d'une ville surélevée. Et qu'on va gagner là où on ne peut pas gagner avec les armes, parce qu'ils vont crever de soif. C'est les logistiques d'approvisionnement, quand tout d'un coup, une tempête ou un marécage a supprimé, vous a coupé de vos propres approvisionnements. Et quelquefois, César s'éloigne de la bataille et parle de ça. Par exemple, il vient là dans le coin et il dit « je fais construire une flotte ». Là, il n'y a aucun détail. Moi, j'aimerais tellement savoir, avec ces turons, là, comment... parce qu'après, il y a tant de vaisseaux, tant d'esclaves à bord, etc., de prisonniers de guerre qu'on met à bord pour ramer. Et ça, il n'y a pas de détail. Par contre, il y en a un autre, où les vaisseaux des ennemis étaient construits et armés de la manière suivante.
la carène est un peu plus plate que celle des nôtres, c'est-à-dire on ne peut pas faire de guerre sans être ingénieur. Est-ce qu'aujourd'hui on peut écrire en se disant, bah oui, toutes nos machines sont faites pour que un appui sur le bouton et ça marche. Simplement, ça marche jamais si simplement. Et puis plus c'est simple, utiliser un téléphone avec du balayage et envoyer un message textuel, plus dites-vous que la technologie derrière est savante et constitue non pas forcément une menace, mais en tout cas un équilibre de pouvoir. Ça c'est connu, mais c'est des choses... Là c'est ça que je voudrais, qu'on laisse autour se développer une complexité. Donc des carènes plates, ça permet quoi? Ce qui leur rend moins dangereux, les bas-fonds et le reflux. Ben oui, parce que là, sur ces côtes normandes, tu as des marées et que sur la Méditerranée, il n'y en a pas. Les navires sont tout entiers de chaînes et peuvent supporter les chocs les plus violents. Ça veut dire quoi? Ben que justement, ils peuvent s'échouer. Ils peuvent être drossés contre des récifs, il n'y a pas de problème, on repartira. Et donc les coques sont beaucoup plus lourdes, tout est beaucoup plus épais, ça les rend beaucoup moins manœuvriers que les bateaux romains. Donc eux, avec l'agilité des rames, on peut les contourner. Simplement, les bateaux romains, quand il y a un avis de tempête ou qu'il y a un bas-fond ou un récif, eh bien, ils sont volatilisés, tandis que les autres, pas. Et il y a ce truc les ancres sont retenues par des chaînes de fer au lieu de cordage. Voilà cette phrase. Des peaux molles et très amincies. Or, la peau qu'on assouplit et qu'on amincit, ce sera tout bientôt le parchemin. Le codex, invention de 3 siècles ultérieurs à Jules César, naîtra de la capacité de prendre une peau de veau, de l'amincir et de l'amollir, jusqu'à en faire quelque chose de 2 mètres carrés. En tout cas, on verra ça pour Gutenberg. Eh bien, cette technique d'amincissement et d'amollissement qui donnera le parchemin, c'est ces marins-là qui l'ont inventé. Et pour Jules César, c'est quelque chose d'un peu terrifique. C'est-à-dire ces espèces de bateaux très lourds, peu manœuvriers, mais on peut envoyer dessus toutes les flèches qu'on veut, ça cassera pas. C'est-à-dire, on cherche à les éperonner, eh bien, c'est l'éperon de la barcasse romaine qui casse. C'est-à-dire des bateaux conçus avec des techniques extrêmement sophistiquées de rameurs esclaves et d'éperonnage, avec une pointe en bronze ou en cuivre, eh bien, contre ces bateaux-là, ça ne sert à rien d'éperonner. Ils sont lents, etc. Mais pour lui, c'est l'image de ces peaux de bêtes sur la mâture. Parce que c'est beaucoup moins manœuvrier, c'est beaucoup plus lent. Et il pose la question, tiens, soit qu'il manque de lin ou ne sache pas l'employer. Ben oui, mais ils ne pratiquent pas l'agriculture. Comment ils peuvent faire du lin? Soit encore qu'ils regardent, ce qui est plus vraisemblable, nos voiles comme insuffisantes pour affronter les tempêtes violentes. C'est-à-dire que les pauvres, avec leurs voiles de lin, au moindre coup de vent sur les côtes de Bretagne, et eux, avec leurs bateaux à peau de bête, ça tient le coup. Voilà, quelques petites remarques sur la question de la technologie. Et je suis infiniment rassuré. Quand j'avais repris ça, pour moi, ce chapitre-là, sur la question très brève de pourquoi des sociétés avec écriture et d'autres sans écriture. Eh bien, vous voyez, ça s'appelait page 43, vous avez les versions PDF EPUB dans les documents joints. Historique de se peindre en bleu pour mourir. Ce qu'on perdrait à la disparition du livre nous effraie. Pourtant, bien avant le livre, le passage même à l'écriture incluait un rapport à la perte. La dominante latine de notre héritage ne serait peut-être pas la même si les Celtes avaient accepté l'écriture, du risque de ne pas assumer les technologies émergentes. Eh ben, c'est un petit peu plus compliqué que j'avais cru le traiter en 2 pages. Mais en même temps, je sais qu'il faut insister, là encore. Par exemple, cette image que je gardais lointainement, c'est ces types qui attaquent les Romains sans armes. Oui, mais c'est un passage que j'ai retrouvé aussi. C'est, je ne sais plus quelle peuplade, comme ça, en Aquitaine. Et attention, hein, il dit, ils étaient 50 000, il n'en restait plus que le quart. Wow. Et là, dans ce combat précis, il les contraint à se rendre, et donc, il leur laisse la vie sauve, ce qui n'est pas souvent chez César, mais c'est pacifier, faire en sorte qu'ils deviennent, évidemment, les représentants de la loi romaine, à condition qu'ils se désarment, qu'on leur donne, qu'ils rendent leurs armes aux Romains. Et ça fait, il parle d'un énorme monceau.
Simplement, les gars en ont planqué. Mais en ont planqué tellement peu. Et puis, quelques nuits plus tard, alors que les Romains ne sont plus défiants, ils fondent sur eux. Le cri, le vacarme. Et simplement, ils ont le corps, effectivement, peint en bleu. Et qu'est-ce qu'ils ont comme arme? Eh bien, pendant ces 3 jours, avec de l'écorce et avec de l'osier, ils ont collé ces peaux de bêtes. Ils vivent de chasse. Leur bateau, c'est des peaux de bêtes. Leurs vêtements, c'est des peaux de bêtes. Ils se sont fait des boucliers en tendant sur de l'écorce et de l'osier des peaux de bêtes. Et avec ça, on attaque les Romains. Les Romains en tuent 4000. Pourtant, alors il dit, c'est ça qui est fascinant, hein, la technologie, c'est quoi? Tu as des fossés avec des pieux. Ben eux, ils n'avaient pas vu qu'il y avait des pieux dans les fossés. Ils s'empalent, mais ceux qui sont derrière, ils passent. Simplement, les boucliers en peau de bête, ça résiste pas beaucoup. Là, je m'égare, ou pas, mais cette question de la technologie, et cette question qui n'est pas le refus de l'écriture, mais qui est, chez les Celtes, que l'écriture, pour ce qui est le sacré, reste quelque chose de mémoire, parce que c'est aussi ce qui permet d'échapper au vulgaire. Ça, c'est une question aussi longue traîne, j'allais dire. Allez, à demain.